des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Je pars à la rencontre aujourd'hui de Clint, un athlète et coach CrossFit français actuellement expatrié en Nouvelle-Zélande, qui va nous parler de son expérience à l'autre bout du monde, de ce que ce voyage lui a apporté sur le plan professionnel, mais aussi des sanctionnals auxquels il a participé en Australie. Salut Clint, tout d'abord merci d'avoir répondu à mon invitation et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer ton parcours et puis me faire un petit débrief sur ce que tu fais au quotidien actuellement. Ouais, pas de souci. Bah, merci déjà de m'accueillir. Je m'appelle Clint, j'ai 30 ans, je viens d'Annecy. J'ai passé la majeure partie de mon temps à Annecy et depuis maintenant un petit peu moins d'un an, je suis en Nouvelle-Zélande. Je coach en CrossFit depuis maintenant 4 ans. Je fais du CrossFit depuis, on va dire 5 ans maintenant, 5 ans et demi. Et j'ai un passé de, on va dire, de musculation de plus de 10 ans. Et le sport, on va dire que c'est quelque chose que je fais depuis, on va dire quasiment que je suis né, quoi. Donc tu fais du sport depuis un moment, du CrossFit depuis un moment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le métier de coach CrossFit? Ben, j'ai fait des études qui étaient complètement, on va dire, opposées à ça. J'étais des études tout à fait basiques, hein. J'ai fait un BTS maintenance industrielle et j'ai travaillé là-dedans. C'était bien. En plus, je travaillais en 2-8, donc j'avais du temps pour faire du sport à côté, le matin, l'après-midi. Mais je voyais pas d'évolution possible. Il y avait des gens qui travaillaient avec moi, ça faisait 40 ans qu'ils étaient là et rester comme ça me fait un peu peur, donc j'ai voulu changer. Ensuite, après ça, j'ai ouvert une boutique avec un pote, donc ça c'était vraiment cool parce que j'ai vraiment pu voir comment ça se passait de A à Z pour monter une société. Et là, pareil, en fait, là, c'était plutôt, je m'y sentais pas à ma place. En fait, c'était une boutique de chaussures. Et en fait, voilà, je m'y sentais pas bien. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose d'autre. J'avais pas trouvé. Je suis parti en Australie. J'ai découvert le CrossFit là-bas. Et en rentrant, je me suis dit, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais mêler ma vie professionnelle et ma vie, on va dire, ma passion. Je vais lier tout ça. Donc j'ai passé mon BPGEPS et j'ai passé mon Level 1 pour pouvoir être coach de CrossFit. J'ai cru comprendre que tu avais passé ton level 1 en Australie. Est-ce que j'ai mal compris? Non, non, tu as fait de bonnes recherches. Ah, Ouais, ouais. ça me rassure. Donc, ouais, en fait, j'étais en Australie pour un an, un petit peu moins. Et j'ai commencé vraiment on va dire, étudier et à apprendre le CrossFit là-bas. Et j'ai vu qu'il y avait un séminaire, enfin, il y avait un CrossFit Level 1 qui se faisait dans la ville où j'étais. Quelques mois, pas tout de suite, mais quelques mois après, et je me suis dit, j'ai le temps de le préparer. Et je me suis dit, allez, ça fera que une expérience en plus, et voilà, une ligne de CV un petit peu différente, de passer mon level 1 en anglais. Alors j'ai passé le séminaire en anglais, mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir passer le test en français. D'accord. Ça devait être une super expérience de faire ça en plus, enfin à l'étranger, ça devait être vraiment cool. Bah, c'est assez marrant de voir que tu as aussi un parcours, d'entrepreneur parce que du coup, c'est vrai que tu vas avoir une vision certainement, sur les questions qu'on va peut-être pouvoir aborder par la suite qui vont être, pas seulement, orientées sur le coaching, je veux dire. Comment t'es venue, l'idée, ensuite de partir, travailler en Nouvelle-Zélande? Puisqu'il y a eu un laps de temps, si j'ai bien compris, entre le moment où tu as passé ton level 1, tu es rentrée en France et cetera, tu t'es lancée dans le coaching et le moment où tu es partie? Alors, pour la petite histoire, je suis parti quand j'étais en Australie il y a 5 ans, j'ai fait, 1 semaine en Nouvelle-Zélande pour aller skier. J'ai adoré, c'était vraiment, un pays, magnifique. Enfin, j'avais vu qu'une ville, mais, j'avais trouvé ça super beau. L'année dernière, je suis parti en Nouvelle-Zélande, pardon, 1 mois en van pour visiter, faire le tour un peu de tout le pays et j'ai eu la chance, en fait, sur la dernière ville,
que je devais visiter, donc c'était Christchurch. Il y avait un Français, il y avait Joris Palom qui coachait à Plus Six Four, donc c'est où je suis en ce moment. Donc on s'est entraîné ensemble. Il m'a présenté le honneur de la boxe. Et en fait, quand je suis rentré en France, on a gardé contact. En France, j'avais que c'était plus ou moins des temps partiels en fait, dans les deux box que j'avais à CrossFit Annecy et à Keep Up CrossFit à Genève. Et j'avais pas d'attache. Et je me suis dit, ben, je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu aurais des heures à me proposer? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, ben, j'arrive. Et donc, ben, je suis parti. C'était déjà plus facile pour moi de partir en sachant que j'avais déjà quelques heures. Donc, c'était pas un temps plein. Maintenant, ça en est un, mais au début, il m'avait proposé que quelques heures, quoi. D'accord, donc maintenant tu es à temps plein dans la même salle, hein. T'as pas plusieurs temps pleins dans différentes salles, c'est bien ça, hein? Non, non, je suis dans une seule salle, et voilà, j'ai la chance de pouvoir, ben voilà, pas avoir besoin de combiner plusieurs boulots parce que c'est, on va dire, la chose qui est un peu difficile quand on part à l'étranger, surtout en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est rare de trouver un temps plein dans une salle de CrossFit. Ils arrivent souvent à te proposer quelques heures, mais pas un temps plein. Donc là, on va dire que je suis assez chanceux. Ouais, presque comme en France, quoi, parce que bon, t'en as quelques-uns qui peuvent proposer des contrats, CDD ou CDI, qui sont des contrats avec un certain nombre d'heures. Et en général, bon, tu vois, t'as pas 35 heures, t'as souvent 10-15 heures, voire t'es auto-entrepreneur et t'as un petit peu, c'est un peu au lance-pierre, quoi, donc sans sécurité de l'emploi, etc. Donc j'imagine que ça s'en rapproche un petit peu sur ces points-là, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, je pense qu'en fait déjà ils ont leur staff mais même les autres personnes, ils ont pas non plus énormément d'heures. Après, je pense que ils doivent compléter avec un peu de voilà de personal training ou d'autres jobs, en tout cas dans les autres box, parce que dans la salle où je suis, quasiment tous les coachs sont en temps plein. Ok, bon, cool. Du coup, quand t'es parti, est-ce que tu parlais déjà bien anglais? Est-ce que tu penses que c'est indispensable de bien parler anglais pour se lancer? Alors, quand je suis parti en Australie il y a 5 ans, j'avais pas un super niveau. On va juste dire que j'étais débloqué dans le sens où j'hésitais pas à parler, même si je savais que j'avais peut-être pas la bonne conjugaison ou que les mots étaient pas dans l'ordre, mais j'osais quand même parler. Et ça, je pense que c'est juste ce qu'il faut. En fait, faut juste oser parler. Et même si c'est pas dans l'ordre, du moment qu'ils te comprennent, ça passe. Donc maintenant, ben, dans les cours, même si des fois je sais que mes phrases, elles, elles veulent peut-être rien dire, mais ils me comprennent et ils sont tous, voilà, ils s'en foutent quoi. Ça leur suffit, on va dire. D'accord, donc si enfin, pour quelqu'un, tu vois, qui voudrait se lancer, pour toi, c'est pas forcément problématique de pas être bilingue, tu peux partir en ayant déjà quelques bases, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, ce que les adhérents me disent à chaque fois, c'est que ils pourraient même pas demander leur chemin en français ou dans une autre langue. Donc, de voir quelqu'un parler dans leur langue et donner des cours et leur donner des explications, etc. Ben voilà, pour eux, Ouais, ils sont ouais, ils tolérants, quoi. sont, ils sont, ils sont tolérants à 100%, quoi. J'avais une petite question au niveau des diplômes, parce que je sais que voilà, en Europe, on a essayé, et encore c'est pas forcément le cas partout, mais d'uniformiser un petit peu les diplômes. En tout cas, au moins au niveau des diplômes universitaires, tu peux essayer de récupérer des équivalences et travailler dans d'autres pays sans trop de problèmes. Pour travailler en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu as dû faire des équivalences, tu as dû demander des dossiers, ou alors c'est un petit peu comme en Belgique, les diplômes sont pas forcément obligatoires pour être coach? Non, j'ai fait aucune démarche. Ils m'ont juste demandé si j'avais au minimum mon level 1 et c'est tout. Après, en tout cas pour ce boulot-là, il n'y a pas besoin de plus. Après, c'est plus sur le terrain, quoi. Là-bas, ce qu'ils aiment bien, que ça soit dans n'importe quel boulot, ils préfèrent te voir comment tu bosses. S'ils te trouvent compétent, ils te gardent. S'ils te trouvent pas compétent, bah next, quoi. Mais non, non, ça a été en tout cas pour le coaching, c'est juste en CrossFit, c'est juste le level 1. Donc au niveau administratif, en tout cas sur ce point-là, c'est pas trop lourd. Niveau visa, tu mis du temps? Est-ce que c'est un petit peu, par exemple, je sais pas, comme au Canada où tu dois t'inscrire sur des listes et t'as des délais, ou alors tu dois faire vraiment les demandes dans un laps de temps, très précis avec ensuite potentiellement des tirages au sort, ou c'est un petit peu plus simple que ça? Non, heureusement, c'est un peu plus simple. Donc, ben, il faut juste demander et faire la demande sur leur site pour un Working Holiday Visa. Donc, avec ce visa, tu peux rester 1 an sur le sol,
Du moment que tu poses le pied, pas au moment où tu fais la demande, mais au moment où tu poses le pied sur le sol, tu peux y rester 1 an, tu as le droit de travailler et de voyager. Donc ça, c'est pour la Nouvelle-Zélande et la demande se fait sur internet. Je crois qu'il faut payer quelques, je vais pas dire une centaine d'euros, mais peut-être un petit peu moins, je crois. Ça prend quelques semaines pour avoir la réponse. Et par contre, après ça, tu n'as plus le droit de redemander le même visa. En fait, tu as le droit d'avoir ça qu'une seule fois. Et en Australie, c'est la même chose. Tu as le droit de l'avoir qu'une seule fois, sauf qu'en Australie, la limite d'âge, je crois, c'est 35 ans. Je crois qu'ils l'ont remonté. Et en Nouvelle-Zélande, c'est 30 ans. Donc en fait, moi, j'ai fait ma demande juste avant, en fait. Donc j'ai eu de la chance. Tu passé tout juste, ouais, carrément. C'est ça. Tant mieux. Et donc du coup, les perspectives par rapport à ça, c'est quoi au bout d'un an? Soit je sais pas, soit tu es embauché, tu as un autre contrat ou alors tu sais que tu dois repartir déjà, dès le début ou je sais pas trop? Alors ouais, bah oui, en fait, voilà, c'est déjà, c'est par rapport à toi, ce que tu veux faire. Si tu te dis, bah voilà, je veux faire qu'un an et ensuite je rentre ou je vais dans un autre pays. Et si je veux rester là-bas pour travailler, en fait, il faut faire ce qu'on appelle il faut demander un sponsorship à son patron. Donc en gros, là, c'est le patron qui prouve qu'il n'y a personne sur le sol euh, de Nouvelle-Zélande qui est apte à faire le boulot que tu veux faire. Bon, après, je pense qu'il y a quand même des petites magouilles pour si vraiment la personne a vraiment besoin de toi, il peut vraiment expliquer que voilà, tu as fait vraiment du super boulot, que tu es vraiment intégré, etc. Et après, à partir de là, si tu réussis à avoir ton sponsorship, tu peux rester entre 3 et 5 ans, et c'est ce que a fait Adrien, un pote, ben voilà, qui était coach aussi en France et qui est sur Auckland, qui est dans une salle de CrossFit en ce moment. D'accord. Et donc toi, c'est ce que tu aimerais faire ou tu penses revenir à l'issue de ton année? Non, dans tous les cas, je vais rentrer, ça c'est sûr, hein, pour voir la famille, voir mon chien, très important. Euh, Ouais, dans cet ordre-là? ouais, quand même dans cet ordre-là, sinon je vais me faire quand même taper sur les doigts. Mais non, je sais que je vais rentrer. J'ai envie de voir si le fait d'être sur Annecy ou peut-être ailleurs en France, je m'y sens bien. Et si non, je repartirai soit en Nouvelle-Zélande, soit peut-être ailleurs si j'en ai l'occasion. Je sais pas encore. C'est un peu flou parce que voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, de toute façon, là, les frontières sont plus ou moins fermées, donc je ne sais pas trop. Mmh, ouais, donc affaire à suivre. C'est ça. Donc dans mes investigations, j'ai vu aussi que tu avais coaché, donc dans les 2 box dont tu nous parlais tout à l'heure, donc une en France, une en Suisse et puis bon maintenant l'actuelle du coup en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu as pu observer des différences au niveau des pratiquants que tu as pu rencontrer? Donc vraiment pas du staff, vraiment juste des gens que tu as pu coacher. Alors je sais pas, tu vois, en termes de niveau, en termes d'ambiance, est-ce que ce que moi j'appelle la gym étiquette, tu vois? C'est, la façon dont se comportent les gens dans la salle, Est-ce que tu avais des grosses différences entre ces différents pays? Et si oui, bah, lesquelles? Hem, alors, en tout cas, avec dans les salles où moi j'ai travaillé, je vois pas de différence. En tout cas, l'ambiance est la même. C'est vraiment, je peux vraiment parler voilà, de communauté, en tout cas dans les salles où j'étais, parce que ben, les classes, en tout cas, l'ambiance est la même. Les gens sont à l'écoute, les gens sont motivés, les gens sont là pour se pousser les uns les autres. Enfin, j'ai pas été complètement bouleversé par une ambiance complètement différente en Nouvelle-Zélande. Après, je vais dire qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont peut-être un peu plus, ils le montrent un peu plus, ce côté enthousiasme, etc. Mais rien de plus que ce que j'ai pu avoir dans mes cours en France ou en Suisse. Ouais, c'est marrant dans un sens parce que du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment, une communauté CrossFit quelque part. Que tu te dis, tu peux aller partout dans le monde et tu vas avoir des petites différences culturelles parce que c'est normal et même au sein d'un même pays ou même de différentes boxes, tu vas avoir des approches un peu différentes. Mais c'est rigolo, je trouve, de se dire que tu peux aller n'importe où dans le monde et que tu vas retrouver, le même processus, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Après, je pense que c'est sûrement aussi ce qu'on apprend avec CrossFit sur le level 1, level 2. Mais je trouve que ouais, voilà, enfin, pour moi, c'est similaire. Et c'est ça qui est cool parce que voilà, comme tu dis, on peut aller n'importe où et on se sentira
chez soi, quoi. On se sentira avec plus ou moins ses collègues parce il y a cette même conviction, cette même envie de se donner à fond et d'y aller, quoi. Mmh. Donc toi, qui as un œil plutôt aussi entrepreneur, puisque tu as déjà eu une expérience entrepreneuriale par le passé, au niveau de la gestion des box, donc j'avais pensé, tu vois, plutôt à tout ce qui va toucher, je sais pas, au business, à la taille de la salle, à l'organisation, à la façon dont peut-être, surtout si vous êtes de nombreux coachs, à la façon dont vous êtes managé, ou même l'approche du CrossFit en général, hein, même si tu avais l'air de dire qu'a priori c'était assez similaire. Est-ce que tu observes des différences entre les différents pays sur la façon de gérer tout ça? Hem, la seule différence que je peux voir avec les 3 salles où j'ai travaillé, c'est juste qu'elles sont, de tailles, différentes. Donc il y a juste une gestion, de plus en plus importante, plus la salle et le nombre d'adhérents est important. Mais tu vois, après, si je compare, les 3 salles pendant le confinement, bah, c'est les 3 les mêmes. Elles ont fait des vidéos sur internet pour présenter les WOD, elles ont fait des Zoom class, ils ont prêté du matériel, on a essayé de faire du one one avec les personnes pour, voir comment ils allaient et cetera. Donc, en fait, je trouve que, si tu passionné, par ce que tu fais et que t'as pas ouvert une box, uniquement bah, pour l'oseille, je pense que tu arrives à véhiculer. Je pense que tout le monde véhicule, et travaille plus ou moins de la même façon et ça se ressent, bah, je pense, voilà, avec, les gens qui viennent dans ta salle, pour s'entraîner, quoi. Alors j'ose espérer qu'il y a plus grand monde qui ouvre une salle pour l'oseille parce que quand même normalement, le message a dû passer depuis ces dernières années que si tu veux te faire un max de thunes, c'est pas ça qu'il faut faire. Effectivement, je pense que c'est plutôt un boulot de passion et du coup, bon, je vais garder le positif, hein, de tous tes voyages. Si tu devais prendre les bonnes pratiques que tu as pu rencontrer à gauche et à droite pour ouvrir ta propre box, par exemple, est-ce qu'il y a des choses que tu garderais en particulier, qui t'ont marqué et qui vraiment, voilà, qui ont du sens pour toi? Bah, moi, la première chose, voilà, c'est il faut être proche de ses adhérents sur la façon de les coacher, de faire vraiment, du cas par cas pour tout le monde parce que, ben, voilà, hein, chacun est différent, chacun a son niveau de fitness. Donc, pour moi, le plus important, c'est, voilà, c'est vraiment, de montrer aux gens que tout ce qui sort de ma bouche, ils peuvent, avoir confiance en ce que je dis parce que je crois en mes tips, en mes drills pour leur apporter, bah, voilà, les améliorer, chaque jour et pour moi, ça, je pense que c'est le plus important. Si tu arrives à garder ça en ouvrant ta box, tu as tout compris parce qu'après, ça se fait avec le bouche à oreille et c'est comme ça que tu récupères de plus en plus de monde, quoi. Actuellement dans la box, où tu es, vous faites des cours pour combien de personnes? Alors, ici, c'est un petit peu différent. On a des classes de 25, mais nous sommes entre 2 à 3 coachs par classe. Donc, je trouve le principe super parce que, bon, après, c'est sûr que la salle permet ça. En gros, ben oui, on peut se permettre d'avoir 25 personnes en même temps dans la salle, mais avec 3 coachs. Un qui gère un petit peu plus le déroulement de la classe en expliquant les WOD, en faisant attention à l'heure, et les autres sont un peu plus là pour, bah voilà, ils tournent dans la salle, ils vont voir les personnes. Ce qui est bien, c'est que s'il y a un drop-in ou une personne qui est un peu plus en difficulté, ben, tu peux laisser un coach avec lui et tu vas pas délaisser le reste du cours. Donc voilà comment on travaille ici. C'était la seule grosse différence par rapport aux cours en France et en Suisse. Sinon, après, le contenu reste le même. Au niveau du contenu, justement, vous suivez une prog particulière ou CrossFit.com ou alors c'est le owner enfin le owner ou un head coach, hein, je sais pas d'ailleurs, qui gère la programmation? Ouais, c'est le owner qui s'occupe de la prog. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est 6-4 Training System. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que cette programmation, en fait, les WOD qui sont dans les classes, c'est aussi les WOD des compétiteurs. Donc en gros, ben, pour un compétiteur, il a sur sa prog petit A, B, C, D, E, et ben en fait, le cours du jour, c'est A, B et C par exemple. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans les cours, il y a aussi les compétiteurs. Donc ça met une ambiance, les gens sont contents de WODer aussi avec les compétiteurs, et ça met une petite valeur ajoutée que je n'ai jamais vue en France. Ouais, mais il me semble, en plus, on en a parlé avec Elodie, notamment dans un épisode précédent. C'est effectivement assez rare les programmations aujourd'hui
qui différencie pas, on va dire, les cours collectifs et la programmation plus à visée compétiteur. Et que à l'inverse, du coup, ceux qui le font, c'est vraiment génial parce que ça permet d'éviter un petit peu le souci que certains rencontrent d'avoir des groupes dans leur salle, ce qui est déjà normal parce que tu as des affinités, donc les groupes se forment naturellement. Mais si en plus, il y a vraiment des gens qui font un programme et d'autres personnes qui font un autre programme, bon, ben, tu scindes un petit peu ta communauté, quoi. Tu n'y peux rien. Alors, à l'inverse, quand t'intègres ça dans les cours, c'est une bonne façon, je trouve, de garder un petit peu l'unité. Donc, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'espère qu'il y a de plus en plus de prog qui pourront proposer ça parce que je trouve que c'est cool. Et puis, je trouve qu'en termes d'ego, ça évite aussi un petit peu les dérives du style, voilà, t'en as certains qui se disent comme je fais de la compétition, je suis différent, je me détache un peu du groupe et ça peut être même parfois un petit peu négatif, quoi. Ouais, carrément. Enfin, ouais, c'est. Moi, je vois enfin, la valeur ajoutée de ça, c'est que ben, les gens peuvent s'entraîner avec les compétiteurs. Les compétiteurs, ben, ils ont. Parce que souvent, ben, en France, les compétiteurs, ils ont le créneau, enfin, les open gym pour s'entraîner, mais il y en a qui peuvent peut-être pas. Ils peuvent venir s'entraîner que le soir, mais la salle ne permet pas euh, d'accueillir un open gym en même temps que la classe. Et de faire ça, ben, ce qui est bien, c'est que ben, tu as juste à intégrer la classe. Tu fais ben, le WOD parce que c'est le même WOD que les compétiteurs et après ben, soit tu restes un peu après ou tu restes un petit peu avant et tu fais l'extra de ta prog compétiteur. Alors je sais que alors c'est pas une question particulièrement difficile, mais je sais que ça dépend de la taille des structures, à mon avis, quel que soit le pays. Parce que forcément, si tu es owner d'une salle et que tu coaches et que tu as un autre coach, bon, ben, tu mets pas forcément un système managérial en place quand tu es deux personnes, tu vois, tu fonctionnes un petit peu au feeling. Ouais. Après, plus les salles sont importantes, plus il y a un besoin, je trouve, de s'organiser, de staffer un petit peu, voire même de répartir les compétences ou les responsabilités sur les coachs, ce qui est, je trouve, en plus constructif parce que quand tu responsabilises une personne en lui donnant voilà, un axe de travail particulier, comme, j'en sais rien, toi tu es en charge du CrossFit Kids, à toi de faire des suggestions, de faire des cours, de proposer des événements éventuellement. Déjà, est-ce que c'est une grosse salle, de ce que j'ai pu comprendre, là où tu es? Et est-ce que tu as des bonnes pratiques de management? Est-ce que tu as vécu des moments comme ça? Est-ce que c'est bien organisé? Vous faites des réunions, tu vois? Est-ce qu'il se passe des trucs intéressants? Euh, donc oui, c'est une très grosse salle, hein. Je pense que en Nouvelle-Zélande, ça doit être là. Alors en termes d'adhérents, je sais pas si c'est la plus grande, mais ça ne doit pas en être loin. En termes de niveau, c'est, je pense, la plus, euh, la plus forte, hein. On fait top 5 monde en prenant les top 10 hommes-femmes aux Open, donc ce qui est assez cool. Après, en termes de management, là-dessus, en fait, mon honneur s'occupe plus ou moins de tout. Donc nous, les coachs, on est plus ou moins au même niveau. On a de temps en temps des réunions, on est tout le temps on a un chat sur Messenger pour discuter un petit peu, pour voir ce qui allait pas dans les classes pour améliorer ça du matin jusqu'au soir. Mais sinon, c'est très bien organisé. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ben, le Honor, c'est un couple, ils gèrent ça de maître et voilà, c'est leur petit bébé et ils prennent du temps, quoi. Ils sont à la boxe H24 et c'est aussi pour ça qu'elle fonctionne aussi fort, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Ouais. Ouais, ça c'est clair, je pense que c'est la constante, hein, parce que tu peux pas y passer peu de temps, hein. Tu peux commencer un peu avec le temps, si ça tourne bien, à déléguer certains trucs, mais te désengager, ça me semble toujours un peu Ouais, compliqué, c'est hein. sûr. Je reviens un petit peu à ton coaching, du coup, à toi vraiment à titre perso. Est-ce que depuis que tu es là-bas, tu as dû adapter un petit peu ton coaching ou à l'inverse, est-ce que tu pourrais dire que tu as progressé sur certains points ou que tu as peut-être remis en question des choses que tu avais acquis par le passé et qui ont un peu évolué dans ta vision des choses? Bah, en fait, quand je suis arrivé, j'ai fait quelques mois où j'étais pas le coach on va dire, qui dirigeait la classe. J'étais plutôt là comme deuxième ou troisième coach à montrer les mouvements et à passer un peu dans la salle pour coacher. Donc j'ai fait beaucoup, ben voilà, du one-to-one. Donc c'était vraiment cool parce que ben voilà, il fallait en quelques mots la personne elle soit corrigée et qu'elle comprenne et qu'elle soit voilà remise dans le droit chemin et qu'elle soit poussée pour aller chercher un petit peu plus loin. Après, ce que j'ai pu améliorer, c'est peut-être sur ma façon d'être pendant le cours, d'être
de les motiver un peu plus, d'utiliser plus de mots, on va dire, forts pour les voilà, pour pas qu'ils s'endorment parce que voilà, il y a des fois, comme ils se connaissent tous, ben, ça part un petit peu, dans tous les sens, mais ça après ça je pense que c'est dans toutes les box dès que les gens, commencent à avoir trop d'affinités, c'est difficile de les cadrer. Mais non après, j'ai eu la chance d'avoir, des bons, on va dire, honneurs en France et en Suisse pour m'avoir, donné les bons conseils. Après, bah, voilà, j'ai fait ma propre expérience et pareil, ben, le honneur en Nouvelle-Zélande, il est souvent là pendant les cours, donc de temps en temps, il vient me voir, voilà, ça serait bien de faire ça comme ça. Après pour moi, c'est encore un peu plus, évident, voilà, il me donne, des mots, qui sont un peu plus percutants en anglais que ceux que j'utilise, donc c'est plus, voilà, moi, c'est plutôt sur l'anglais que sur mon coaching, à proprement dit. Mmh. Ouais, bah, c'était sûr que de toute façon, à l'étranger, ça allait forcément te faire évoluer, on va dire, parce que, ben, d'autres publics, d'autres approches, même si visiblement ça a l'air d'être quand même assez similaire. Mais bon, forcément, de toute façon, même si tu étais resté en France, je pense, plus tu coaches, plus ta vision du coaching, évolue, quoi. Parce que tu fais certaines erreurs, tu apprends à les corriger, à l'inverse, tu te rends compte que quand tu fais telle ou telle chose, tu as plus d'impact, donc tu essaies de reproduire un peu plus fréquemment. Enfin, moi, je trouve, à titre perso, pour avoir été coach aussi, que ça évolue constamment, quoi, dans tes remises en question et dans ce que tu fais un peu évoluer, quoi. Ouais, après, ce qui est un peu, enfin, en tout cas pour ma part, c'est vrai que je peux vite tomber dans une sorte de routine et en fait après, ben, si t'as le malheur de rester un peu là-dedans, bah, tu tournes vite en rond et tu du mal à voir, quoi améliorer parce qu'en fait, bah, tu vois que ça fonctionne plus ou moins et que les gens sont contents, mais il y a toujours, une remise en question à avoir et c'est aussi comme ça, ben, que tu fais évoluer ton coaching et je pense que, ben, voilà, le fait d'être parti en Nouvelle-Zélande, d'avoir un nouveau honneur qui est là, voilà, pour, corriger les quelques petites choses, qui n'allaient peut-être pas dans mon coaching ou juste tout simplement, l'améliorer, c'est clair que c'est que bénéfique. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Je vais te parler un petit peu de compétition maintenant. Alors, j'aborde le sujet, il y a du à prendre et à laisser puisque j'ai vu que malheureusement pour toi, tu la dernière grosse compète sur laquelle tu t'étais engagée, ça s'était pas passé comme prévu. C'est ça. Bon, ça, c'est un peu les aléas du direct, on va dire. Je te laisserai, nous en parler après. Donc j'ai vu que tu avais participé à des grosses compètes en France aussi, hein, que c'était pas ta première re du coup là en Australie, mais c'était ton premier sanctionnal si je me trompe pas? Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience et éventuellement aussi, vu que tu as fait de la compète en Europe également, ce que tu peux voir peut-être de similaire ou de différent? Alors, oui, comme tu dis, sujet qui fâche. Alors, Ouais. effectivement, j'ai été à un sanctional, je me suis déplacé, j'ai fait le premier event et je me suis blessé. Donc, non, en fait, ouais, je me suis qualifié en individuel aux Australian, CrossFit Championship qui était à Brisbane, en Australie et en fait, ils avaient une nouvelle, épreuve qui s'appelle le beach flag. Donc en fait, c'est une épreuve pour les, sauveteurs, là-bas en Australie. Et en fait, c'est une épreuve où tu démarres allongé sur le ventre dans le sable. Et en fait, au top départ, tu dois te lever, te retourner, et tu dois attraper un bout de bois qui est planté dans le sable. Et bien évidemment, il y en a un ou deux de moins que le nombre de participants. Donc en fait, c'était la grande première où des athlètes de CrossFit allaient ben, jouer un peu des coudes et des épaules pour attraper ce bâton. Et à l'entraînement, ça se passait super bien parce que ben, j'ai la chance à Christchurch qu'il y a des plages, donc je me suis quand même pas mal entraîné là-dessus. J'étais assez confiant. Et malheureusement, bah, premier premier plongeon que je fais, je sens mon épaule qui sort et qui re-rentre, donc subluxation de l'épaule. Donc après ça, il y avait une épreuve, dans l'océan avec des belles vagues et je me suis dit: «Non, je peux pas risquer, vu la taille des vagues, d'aller dans l'océan avec mon épaule si elle me fait mal, ou qu'elle ressort, dans l'eau, ça va pas le faire». Et donc j'ai pu faire juste un autre, event durant le week-end et voilà. Donc voilà un petit peu mon expérience de mon sanctionnal. C'est un peu bizarre comme première expérience, mais non après, si je compare un petit peu, ce qui se fait en France et en Australie, on a vraiment de très, très belles compétitions, en Europe. La plus grosse que j'ai faite, c'était les French. Elle était pas encore, c'était pas encore un sanctionnal, mais là, en tout cas, l'organisation, c'était, heu, c'était juste incroyable et enfin voilà quoi, il y avait rien de plus, en Australie, voire même, celle que, ben, que j'ai plus ou moins participé, on va dire. J'ai même été,
tristement surpris du manque de professionnalisme, on va dire, parce que elle était pas sans sas. Enfin, c'était pas une belle compétition en termes d'organisation, quand il y a pas de prize money, il y a du retard, etc. Il y a des erreurs de jugement. Pour un sanctionnal, c'était un petit peu limite, surtout que quelques mois avant, j'avais fait une autre grosse compète en Australie. C'était pas une sanctionnale, ça s'appelait les Torian Pro, une compétition qui est quand même bien réputée. Avec là, cette année, il y avait Froning, il y avait d'autres athlètes des games. Et par contre, celle-là était beaucoup mieux organisée que le sanctionnal que j'ai pu plus ou moins participer. Ouais, c'est une vraie question, hein. Bon, je suis désolée, je te le dis, mais c'est parce que quand tu parlais, j'y pensais et je me disais, en fait, t'es allé en Australie pour se mettre en slip avec un bonnet de bain et attraper un bout de Oh, bois. ouais, c'est Alors, je exactement sais bien ça, plus c'est que ça. exactement ça. En plus, on avait un espèce de chapeau vraiment. En plus, oui, parce J'ai que vu. oui, voilà, c'est ça, oui, parce qu'en fait, le beach flag, je pense que c'est pour représenter chaque plage, ils ont leur propre bonnet, hein. C'est pas un bonnet de bain, c'est juste un bonnet. Alors, je sais pas à quoi il sert exactement. Donc nous, on avait tous le même. Mais oui, voilà, en gros, c'est ça. J'ai maillot de bain, 6 heures du matin, et merci, au revoir. Ouais, c'est triste, mais Ouais, c'est ouais, comme ça. c'est ouais, j'en rigole, mais dans les faits, c'est c'est d'une Ouais, cruauté, ouais, mais horrible c'est le pour, sport, hein, la c'est le sport, préparation, les ouais. trucs. C'est le sport, effectivement, mais c'est vrai que bon, l'épreuve en soi, moi, évidemment, je l'ai vue à distance, hein. J'ai un peu halluciné, mais pas forcément dans le mauvais sens, parce que, bah, voilà, on dit tout le temps, le crossfit, c'est aussi la vraie vie, donc c'est pas forcément que les mouvements qu'on attend tout le temps. Et puis, ce que je trouve assez cool, c'est d'avoir vu qu'il y a des sanctionnals maintenant, heu, c'est d'avoir des épreuves un peu locales, tu vois? Parce que c'est un peu l'occasion aussi, hein, de faire découvrir un petit peu ton patrimoine, des trucs et tout. Donc dans l'idée, je trouvais ça original et assez marrant. Bon, effectivement, pour toi, l'issue est pas si funky que ça, mais Non, oui, enfin, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, enfin, quand ils ont publié ça sur Instagram, j'ai fait, ben, carrément, je trouve ça super cool. Après, en plus, en termes tu pars sur 20 mètres sprint, départ arrêté. En plus, tu le fais, enfin, normalement, si tu le fais entre 4 à 8 fois, ben, je peux te dire que ça fait mal, et ça fait musculairement très mal, parce que, ben, voilà, on sait que Romain Fellono s'est aussi blessé sur cette épreuve à cause, ben, voilà, de sprints tellement puissants sur le sable. Les psoas, les fléchisseurs, ils ont pas non plus et donc ils ont pas apprécié, mais c'était, je trouve, un super test de fitness. Le seul petit bémol, c'était ce contact entre les athlètes, et malheureusement, c'est tombé sur mmh. moi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais ouais, moi, je trouvais l'épreuve intéressante. Après, difficile de le faire autrement avec un chrono pour chacun, et tu mets personne en rivalité, mais ouais, j'ai juste pas plongé du bon côté, en fait. Il y avait un bâton à droite, un bâton à gauche, j'ai plongé du mauvais côté, et l'épaule, elle a pas aimé. Ouais, et puis c'est alors à observer, moi, c'est vrai que ça m'avait donné cette sensation-là. Ça fait un petit peu rugbyman dans le sens où tu dis, tu as quand même des gars qui font, je sais pas, aller, dans les 80 kilos pour les plus légers, à ce niveau de compétition, j'entends. Plus de 90 pour les plus costauds. C'est ça. Franchement, même si c'est des sprints entre guillemets «que» de 20 mètres, quand tu es bien lancé avec l'excitation du jeu, parce qu'il y a ça aussi quoi, tu es là pour gagner quand même. Je me dis: «Putain, le tampon que tu te prends, il peut quand même», enfin moi je voyais chez les filles, c'était impressionnant. Puis tu sais quand tu es un peu compétiteur, tu dis: «Ça, il y en a une, elle va se faire marcher sur la tête». C'est Ouais, en fait, sûr, je tu pense vois? qu'en fait, c'est plus ça, en fait. Je pense que c'est plus le côté technique, parce qu'en fait, je pense que plonger pour attraper le bâton, ça, il y a une technique, et je pense que, ben, c'est plutôt à ce moment-là parce que se pousser de l'épaule, au final, tu risques rien, mais c'est juste de plonger les deux mains en avant, ou sauter un peu au-dessus de ton adversaire. Ben, c'est sûr que, ben, les articulations, elles aiment pas trop ça, quoi. Quand quelqu'un te tombe dessus, ça fait pas plaisir, quoi. Ouais, ouais, effectivement, après, en termes d'organisation, par contre, je sais pas comment sont choisies les compétitions. C'est-à-dire, comment CrossFit décide, qui devient un sanctionnal? J'imagine qu'il y a pas une enquête, mais tu vois qu'il y a quand même un petit audit préliminaire pour voir si la compète, Ouais, puis après, je pense qu'il y a le chèque que tu donnes aussi, hein. oui, je pense qu'il doit y Il y a avoir de pas ça grand parce monde qui peut se qu'effectivement permettre si aussi, peut-être, de payer le. Je pense qu'il y a, je crois, c'est pas une sorte d'affiliation, mais voilà, il y a quand même quelque chose à payer. Et je pense que, ben,
c'est parce qu'il y a pas grand monde qui peut se le permettre, qu'il y en a pas non plus 50 000, il y a pas 50 000 sanctionnals parce que ben, je pense pas tout le monde peut se payer ça, quoi. Ouais, puis c'est peut-être un choix parce que si tu disais que les Torian ou Torian, je sais pas Ouais, les comment Torian on Pro, ouais. prononce, mais si eux, effectivement, c'est une très grosse compète qui est plutôt réputée puisqu'elle se déroule depuis plusieurs années, qu'il y a des athlètes reconnus qui viennent. Alors, je sais pas, c'est un parti pris. Je pense soit tu dis que tu es déjà suffisamment reconnu, que tu pas forcément besoin de ça pour te faire connaître et pour faire tourner ton événement. À l'inverse, peut-être que justement, quand tu es bien connu, comme les French, que tu es rodé, que tu as une organisation qui tourne bien, que c'est un vrai rendez-vous national, clairement. Peut-être cette compète un peu plus que les autres encore, même que celles qui sont aussi très bien et qui existent depuis quelques années. Tu te dis, bon, allez, je prends l'affiliation parce que je suis la référence et que voilà, j'ai envie de bien faire, Ouais, quoi. ouais, c'est clair que, oui, c'est sûr que ben, les French, il fallait que ça en soit une, mais après, les Taurians, ouais, on en a tous parlé. Après, il doit sûrement y avoir un pourquoi qu'on ne sait pas, mais c'est sûr que en termes de, enfin, le stade était juste ouf, même les gens qui ont fait la compétition, parce il y avait des qualifs, etc. Et quand j'ai vu le niveau et les athlètes qui étaient là, j'ai fait, ah ouais, c'est une belle compétition. Et quand j'ai vu les Australiennes, au final, c'était pas la même qualité, quoi. Bah, après, dans l'absolu, je pense que ça dépend aussi de toi, à titre perso. Si tu sais que tu vises, admettons, un podium parce que tu as un objectif Games ou pas. Parce que j'imagine que voilà, il y a des gens qui font des sanctionnals et qui savent très bien, qui peuvent prétendre à ça, et d'autres où déjà s'être qualifié, c'est Ouais, déjà un truc carrément, voilà, ouais. très très compliqué, et que t'es déjà très méritant d'être là, et qu'après, une fois que t'es là-bas, l'idée, c'est de kiffer au max, de te donner le meilleur de toi-même, d'en reprendre un max d'expérience et entre guillemets, peu importe le classement, tu es vraiment là pour Ah bah l'expérience, ouais, enfin ouais, pour c'est le sûr, kiff. ouais. Et que tu dis, bon, du coup, au final, que ce soit un sanctionnal ou pas, ça va pas changer grand-chose. Alors, si en plus t'arrives, c'est pas un sanctionnal et que t'as des grands athlètes et tout, bon, bah c'est carrément tout bénef aussi, quoi. J'imagine que le prix est pas forcément le même d'ailleurs, si c'est un sanctionnal ou pas, en termes de participation. Bah non, au contraire, ouais, le sanctionnal, il est même presque plus cher, si je dis pas de bêtises. Après, je pense que non, c'est juste l'organisateur, hein, c'est comment lui il voit sa compétition, comment, enfin voilà, hein, c'est ça, hein, c'est son organisation, hein. Donc je pense que ben c'est une personne qui est pas investie comme peut-être elle devrait être, ou elle est peut-être pas entourée suffisamment de personnes, j'en sais rien, mais en tout cas, ça s'est ressenti durant le week-end de la compétition, quoi. Ben, ouais, après, tu vois, moi, enfin, pour bosser dans la com, à l'origine, comme beaucoup de métiers, il y a des choses que tu peux pas inventer. Tu vois, moi, je trouve que l'événementiel, bah, c'est un taf et que, un peu comme les French, d'ailleurs, l'ont très bien fait, je trouve. On revient toujours sur cet exemple-là, mais il faut commencer avec un petit truc, puis tu Ah, c'est l'optimises, ça, tu hein. l'améliores d'année en Si année, tu fais le taf, ça et marche. un jour, voilà, et un jour, tu as un super gros event qui tourne bien, où les gens, voilà, sont super contents, tout est cool. Après, moi, je l'ai déjà vécu aussi en tant qu'athlète. Pas forcément envie de citer, les expériences, mais où tu arrives sur un event et tu te dis: «Bon, le gars, il a peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre, quoi». Parce que ça pourrait être génial, mais tu vois que, voilà, ça tâtonne encore sur trop de points et du coup, l'impression globale que ça te laisse, elle est pas top. Peut-être que ça a été un peu trop gourmand pour un démarrage, tu Ouais, vois? des fois, faut faire simple, quoi, ouais, tout à fait, ouais. Et faire simple, c'est pas toujours facile Non, d'ailleurs, non, en mais plus, tu hein, vois, c'est même plus compliqué. même sur les WOD ou des fois, j'ai vu passer là, je sais plus trop, j'avais discuté avec un pote, on parlait de quelques compétitions en France. Et quand tu voyais les WOD ou sur des compétitions qui venaient d'être créées ou quoi, tu te dis des fois, ils vont chercher très loin pour créer un WOD, ou des fois il faut des fois faire quelque chose de plus simple, plus CrossFit, et les participants vont encore mieux se donner parce que c'est quelque chose de plus simple que des choses un peu extravagantes, etc., quoi. Et même en termes d'organisation après pour le staff, quoi. Moi, je pense que ça se résume vraiment en 2 choses. C'est que quand tu organises ça, soit, tu as des événements que tu fais pour le spectacle. Et des fois, du coup, ça peut avoir des dérives parce qu'effectivement, c'est rigolo ou c'est impressionnant ou alors c'est original. Mais d'un point de vue sportif, si on prend un peu de recul, c'est pas toujours vraiment optimal. Et à l'inverse, des fois, tu as des compètes qui se disent, moi, je veux sortir la personne la plus fit, vraiment. Donc, j'ai envie d'avoir une programmation qui soit complète, qui soit cohérente, qui soit crossfit. Et je veux que ce soit un vrai test bien réfléchi. Et donc là, on est plutôt sur une approche C'est sportive. ça. Après, forcément, les grosses compètes, elles arrivent, je pense, à trouver le juste milieu entre les deux, à avoir quelques trucs. Voilà, on sait que les ladders ou les choses comme ça met toujours un peu le feu. Ça, si, tu vois, il y a des images au French encore.
voilà, où tu es dans les petites arènes, tu as du monde, il fait beau, enfin, tu vois, il y a un truc super, super fun, quoi. Ouais. Et des fois, tu as des compètes où tu te dis que tu vas te retrouver à faire des trucs avec des objets étranges ou à courir des distances complètement improbables ou des choses. Et tu te dis non, mais en fait, ça reste une compète quand même un peu locale pour certaines, et peut-être que c'est un peu trop. En tout cas, c'est mon avis, hein, mais Ouais, je suis tout à fait d'accord, ouais. Ouais. ça veut trop se démarquer, tu vois. Ouais, c'est ça et puis en plus maintenant il y en a tellement que voilà, comme tu dis, ils veulent peut-être se démarquer et et oui, moi je suis plutôt du enfin, je pense que c'est bien toutes ces compétitions parce qu'au moins ça ouvre des places à plus de monde parce que, bah, voilà, c'est sûr que le CrossFit, c'est difficile de se qualifier sur des compètes donc le qu'il y ait plus de compétitions possibles, c'est enfin qu'il y en ait plus, c'est très bien pour plus de monde. Mais je pense que voilà, il faut pas oublier que faut faire attention quel public tu viens chercher donc tout dépend du public que tu as, il faut faire les WOD en conséquence, quoi. Mm. Ouais, carrément. Complètement d'accord avec ça. Du coup, je t'ai pas demandé si tu avais toujours des objectifs compétitifs, si tu t'étais bien remis de ta blessure déjà, et si c'était toujours en projet de, voilà, de faire de la compète, et si tu arrivé du coup à intégrer tes entraînements pour faire de la compétition aujourd'hui dans ton quotidien. Donc pour l'instant, mon épaule, elle est pas remise à 100. Donc malheureusement, j'avais une autre sanctionnale en Australie, qui était normalement, si je dis pas de bêtises, fin mai, qui était reportée à début juillet. Donc ce qui était cool, c'est que ça me laissait du temps pour, récupérer de ma blessure et en fait, on a appris que la compétition était annulée, ce qui est, bon, avec ce qui se passe en ce moment, je trouve ça tout à fait, normal. Donc pour l'instant, bah, non, je peux pas m'entraîner comme je le souhaiterais. C'est aussi pour ça que, j'ai passé pendant, la quarantaine, à faire beaucoup de rameur parce que, ben, j'avais que plus ou moins, que ça à faire et que c'était un des seuls mouvements qui me faisait, vraiment, pas mal du tout donc ben, je m'y suis mis, beaucoup à ramer, ce qui était super intéressant en termes d'approche et d'entraînement. Là, j'ai pu depuis, quelques jours retourner à la salle, enfin à la boxe. J'essaye de modifier un peu plus mes entraînements et qui sont un peu plus variés, mais c'est clair que avec cette épaule qui est pas encore complètement remise, pour l'instant, je me fixe pas, d'objectif compétition. En tout cas, j'aimerais vraiment enfin, avant ça, je veux vraiment, récupérer une épaule à 100 et être confiant et n'avoir et surtout aucune douleur parce que je veux pas voir à court terme, je veux vraiment enfin voilà, en tout cas pour ma santé, je veux voir, sur du long terme, donc je veux vraiment récupérer, à 100. Normalement, comme en fait là sur la compétition que j'étais qualifié pour la deuxième sectionnelle, c'était en équipe, et qu'il y a peut-être cette compétition à CrossFit Mayhem que Froning organise. Si mon épaule est remise, on essaiera sûrement la qualif, parce qu'on s'était qualifié premier sur la sectionnelle en Australie, donc déçu aussi que celle-ci ne voit pas le jour, mais donc voilà, donc là pour l'instant c'est prendre plaisir à l'entraînement avec les mouvements que je peux et en espérant pouvoir récupérer mon épaule le plus vite possible quoi. Ouais, bah, je te le souhaite, du coup, évidemment. Merci. Ouais, c'est jamais, en plus, je sais pas trop comment fonctionne le système de soins. Je sais qu'en France, on a quand même la chance d'avoir, accès aux soins assez facilement et surtout d'avoir des prises en charge qui sont quand même, au final, ben, un des meilleurs systèmes au monde, hein, quoi qu'on puisse en penser. Oui, Donc c'est quand même facile d'avoir accès à de la kiné, à te faire même rembourser tes séances d'ostéo si tu as une bonne mutuelle et cetera. Donc c'est quand même pas trop mal quand tu es sportif, même sans être pris en charge dans une vraie structure, pro. Après, je sais pas du coup en Nouvelle-Zélande si tu arrives, à avoir accès à tout ça. Bon après là c'est le enfin tu certainement été confiné donc c'est encore un peu différent, mais je sais pas si tu peux avoir accès comme ça à de la kiné, facilement? ouais, ouais, bah, quand je suis revenu, d'Australie après ma blessure, j'ai été voir directement un kiné, celui qui s'occupe un petit peu de plus ou moins les athlètes, de la boxe. Mais après c'est vrai qu'ici, j'ai du mal un petit peu avec le système. C'est difficile de trouver, vraiment la personne qui enfin voilà, je sais pas, enfin par rapport à la France, surtout en plus, à Annecy, j'avais les personnes qui me suivaient donc voilà, dès que j'avais un petit souci ou quoi, je savais qui appeler et je pouvais aller les voir, rapidement. Ici, c'est un petit peu plus, compliqué parce que déjà il faut que j'arrive à savoir, quelle personne il faut que j'aille voir, si c'est un chiro, un physio, et cetera. C'est pas remboursé donc ben, oui, c'est sûr que pour moi, ça fait des frais, en plus qui sont pas, enfin voilà, que c'est pas donné. Mais dans tous les cas, je le ferai parce qu'il faut que je récupère mon épaule, et le mieux possible donc là,
comme là, le déconfinement a commencé et qu'à partir de la semaine prochaine, les kinés et les physios vont reprendre, j'ai déjà pris rendez-vous pour la semaine prochaine pour voir un petit peu l'état de mon épaule et pour que ça avance, quoi. Bon, j'espère pour toi que ça va aller. Je vais te parler un petit peu d'haltéro, parce que moi, c'est vraiment ma Yes. grande passion. J'ai vu évidemment, dans ma super enquête que tu avais participé au Grand Prix fédéral, l'année dernière, c'est bien ça? 2019? Ouais, exactement, ouais, non, exactement, 2018-2019, ouais, bah ouais, ça, 2019. ça fait, ça doit faire quoi maintenant? J'ai fait 2 ans, je crois, au club de Vaux-en-Velin avec Fares, qui est, bah voilà, il a été chercher quelques crossfitters un peu partout en France, et moi j'avais la chance en plus qu'il était pas très loin de chez moi, donc j'ai fait les déplacements pour m'entraîner un petit peu avec lui, et j'ai réussi à me qualifier au Grand Prix fédéral, qui était pour moi déjà un très bel objectif. Bah, le step d'après, c'est les France, mais les minima, ils font rien que de penser au total, ça fait mal. Donc, c'est un très, enfin, oui, si je devais me focaliser un peu plus sur l'haltéro, une qualif aux France serait vraiment une très belle, on va dire, un, un objectif vraiment super. Après, je sais pas si j'en ai la capacité, parce que ouais, comme je te dis, les minima sont vraiment hauts pour les France, mais si je peux, si j'ai le temps de m'entraîner correctement, c'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir d'aller aux France sur une compétition d'haltéro. T'es dans quel caté, toi? Alors, si je dis pas de bêtises, moins de 89, c'est ça? Ou 90? Non, Yes. 89. Ouais, Yes, 89. Ouais. 89, ça existe, donc c'est Oui, c'est possible. ça, je crois que c'est, oui, c'est ça, moins de 89, ouais, c'est ça. OK. Et je suis juste en dessous. Enfin, je suis juste à la limite, donc je peux pas vraiment aller chercher la catégorie d'en dessous. Il faudrait vraiment que je perde beaucoup trop de masse. Non, puis perdre pour perdre, ça a pas Non, forcément de je sens. pense Effectivement, pas. si c'est pour aller t'affaiblir et diminuer ta performance, au fond, bon, quel intérêt, quoi? C'est ça. Tu pas fait un podium, en plus? Euh, je crois. C'est moche, hein, mais c'est moche, mais oui, je crois, je crois que je fais deux, je crois. En plus, je suis retourné voir il y a pas très longtemps parce qu'on en parlait de la feuille de match, parce que je me rappelais plus des barres que j'avais tirées, mais je me rappelle plus de mon classement. Ouais, je crois peut-être deux ou trois, trois peut-être, je sais plus. Ouais, Ouais, voilà, ouais, tu vois, c'est la limite de mon enquête. Je suis un peu une enquêtrice en mousse parce que, heu, bah, forcément, je connais aussi plein de monde dans ce domaine-là et je sais que j'ai vu ton nom passer. J'ai pas forcément la feuille de match, mais j'ai vu ton nom passer et je m'étais dit: «Ouais, je pense qu'il a fait un podium», mais j'en étais plus certaine et je, j'ai pas je checké donc crois, écoute, je dis, non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr au final. Non, le podium qu'on a fait, c'est le pseudo hold-up en équipe. Donc je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était les France en équipe et on avait fait troisième. la coupe de France des Voilà, clubs, c'est ouais. ça, je crois. Coupe de Bah, la France. coupe de France, mixte des Ouais, clubs, quoi, avec, ces 2 mecs, non, 3 mecs et 2 c'est filles, ça. c'est Et ça? là, on fait troisième. Mais je crois pas qu'au Grand Prix fédéral, je fasse podium. Je crois pas. Je crois que j'avais une médaille de participation, je crois. Parce que je me rappelle recevoir une médaille pour le Grand Prix fédéral, mais je crois que c'était juste pour la participation, je crois. Je suis en train d'essayer de checker mon téléphone si je trouve une photo, mais mais non, je crois non. Bah, après ça dépend de ce que des objectifs de chacun. Tu vois, moi, je fais les championnats de France depuis quand même quelques années. En soi, en tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu ma première année. En soi, être là, participer déjà à ces compétitions-là, quand on voit les minima, c'est déjà un objectif qui est accompli, quoi, tu vois? Parce qu'effectivement, même si tu fais le Grand Prix fédéral et que tu as fait largement les minima, bah, tu es encore maxi loin des minima en France parce qu'il y a un gros gap, souvent et je trouve que chez les garçons, on en a déjà parlé avec d'autres intervenants aussi, c'est assez impressionnant. Déjà, en championnat de France élite, moi, je trouve que tu y arrives en tant que mec, hein, même si tu finis pas sur le podium, tu es déjà monstrueux, tu vois? Enfin, c'est vrai, hein, tu as déjà Ouais, ce oui, non, ce c'est clair. Non, mérite, c'est quoi. après je pense que oui, je pense que les minima, en tout cas, pour les crossfitters, on va dire, ouais, comme tu dis, pour un gars, aller en région, c'est déjà pas mal. Pour les filles, je trouvais que, enfin, comme il y a pas mal de filles au club, en tout cas les crossfitteuses s'en sortent vraiment bien, quoi. Je trouve que chez les filles, au moins le fédéral et voire même le France, si tu tires bien, quoi. Je trouve que c'est un peu plus abordable, et encore, hein, mais faut quand même taffer, hein. Mais chez les mecs, c'est vraiment c'est costaud quand même.
Bah, alors tu vois, moi j'identifierais ça comme aussi le nombre de KT. Parce que chez les filles, effectivement, le niveau, il est assez relevé également. Alors je pense pas que ce soit forcément que rapport au minima. Je pense qu'aussi que les femmes en France, leur niveau en haltérophilie, il a fortement augmenté. Et je trouve, moi, ce qui est intéressant, c'est que il y a des filles super fortes dans toutes les KT. Et il y en a rarement qu'une seule, tu vois? Ouais, Moi, quand ouais, je regarde les ouais. feuilles de match de certaines de mes copines, franchement, bon, tu toujours, par exemple, une nana de l'équipe de France qui se détache encore sur le devant, mais la 2e, la 3e, la 4e place, je me dis, ça pourrait être n'importe laquelle d'entre elles, quoi. Dans toutes les catés, hein, tu vois? Donc je trouve que c'est peut-être plutôt ça, parce que chez les mecs, c'est vrai que tu as, des mecs de l'équipe de France aussi qui se détachent fortement, et après, j'ai l'impression, en tout cas, que tu as des mecs qui réalisent tout juste les minima et que du coup, bon, le match, il est déjà plié, on sait qui va gagner. Et ensuite, bon, tu as 2-3 personnes dans la KT. Parfois même, du coup, le match démarre, tu sais déjà que tu es sur le podium sans avoir fait de barre, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Après, je pense que oui, c'est sûr que oui, ouais, je trouve ça cool, en tout cas pour les filles, et je trouve que oui, il y a plus de bagarres chez les filles que chez les mecs. Chez les mecs, ouais, les niveaux sont un peu plus, il y a un peu plus d'écart, quoi. Donc ouais, non, mais c'est vrai que l'haltéro, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et que je vais continuer, en tout cas en termes de compétition, je trouve ça vraiment super sympa. Et je viens de trouver la photo, parce que entre-temps, et oui, je fais Ah, deuxième, mais alors ce qui est bien, c'est que je suis pas dernier de ma caté, alors je sais pas si on était que trois, mais en tout cas, je fais deuxième. Voilà, je fais deuxième. Merci, bravo, merci. bravo, c'est bien. C'est quand même, ça m'a Félicitations. vachement marqué, hein, parce que ça m'a vachement marqué. Non, de cette compétition, je me rappelle que de que de l'échauffement. Je me rappelle qu'à cette compétition, je n'ai pas su, je pense, le poids qu'il y avait sur la barre de tout l'échauffement. J'étais dans mon truc, il me disait tire, je crois pas vraiment savoir les barres que j'avais, et après, ben, tu vas sur le plateau et tu fais ce que tu as à faire, mais et c'était assez cool, quoi. Ouais, c'est assez positif, hein. Je pense que tu peux négocier un peu avec ton entraîneur pendant les compètes par équipe ou les compètes indiv parce que ça s'inscrit dans, tu vois, dans un processus. Tu sais que tu as fait un cycle et que la compète qui va arriver au bout du cycle, tu vises autant et autant, tu vois. Et donc l'objectif, c'est d'être sur ces barres-là. Après, quand tu arrives aux France et que tu es en mode, par exemple, je veux faire les barres pour gagner, bon, t'es vraiment, si tu t'entends bien avec ton entraîneur, t'espères que lui, normalement, sait ce qu'il peut te mettre et ce qu'il peut pas te mettre, et que toi, ton taf, c'est de t'échauffer, d'aller sur la barre et de tirer, quoi. C'est vraiment la compète de l'année où t'es moins dans ton ressenti personnel. T'es là pour faire ce pourquoi t'es Ah préparé, quoi. ouais, bah c'est ça, moi, c'est ce que j'aime bien en haltéro, c'est que tu réfléchis pas, tu fais confiance à ton coach. Après, moi, j'avais la chance aussi que bah, dans ma catégorie, j'étais le seul, donc il pouvait vraiment bien s'occuper de moi, hein, parce que quand des fois je vois les catégories femmes, c'est un peu plus sport pour lui, mais en tout cas, je me rappelle qu'à cette compétition-là, c'était ça, quoi. Il me connaît, il sait les barres que j'ai, il voit comment je tire à l'échauffement, donc il voit si je suis sur un bon jour ou pas, et après, ben voilà, hein, c'est à lui d'ajuster et de choisir les bonnes barres pour faire le taf, quoi, hein. Mmh. Ouais, complètement. Je vais te parler un petit peu plus de toi encore. Ouais, ouais. On est déjà là-dessus, hein, depuis le début, mais peut-être plus parler, on va dire, de choses un peu plus subjectives, disons, de tes retours d'expérience, plus à titre vraiment perso. Yes. Alors, je sais que tu m'avais dit que c'était une question difficile. J'ai hésité à la maintenir, mais je l'ai gardée quand même parce que je trouve que ça fait un peu d'introspection, tu vois. C'est jamais mauvais. Est-ce que tu as, alors c'est peut-être que le mot est pas le bon, mais est-ce que tu as un échec préféré ou vraiment, tu vois, quelque chose dans ta vie de coach ou d'athlète que tu as peut-être un peu foiré ou qu'avec le recul tu ferais autrement et qui maintenant tu te dis, bon bah voilà, en fait ça m'a vachement apporté dans mon parcours. Euh, Comme tu dis, ouais, question difficile. Non, après, enfin, après ma mentalité et ma façon d'être fait que je verrai jamais le négatif dans le sens où tout va m'apporter, en fait, je suis où je suis aujourd'hui parce que j'ai travaillé de telle ou telle façon et voilà, et au final, je peux pas dire que, on va dire que mes échecs, j'aurais voulu les changer. Je suis content peut-être d'avoir fait les échecs ou d'être passé par certains stades pour en arriver où je suis aujourd'hui. Après, ouais, franchement, c'est une question qui est pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse parce que voilà, pour moi, ben voilà, si j'ai fait des erreurs, ben tant mieux parce qu'au moins j'en suis
où j'en suis aujourd'hui. J'ai pu vivre toutes les expériences plus ou moins que je voulais avec les compétitions, avec mon coaching. En gros, j'ai pas eu de portes qui se sont fermées, etc. Donc, on va dire que même si j'en ai eu, même si j'arrive pas à en trouver là comme ça d'échecs, pour moi, c'est à chaque fois, ça peut que être du positif en fait. Il faut essayer de toujours sortir un peu. Je vois un peu la vie comme ça, mais voilà, il faut toujours essayer de garder la tête en dehors de l'eau et avancer quoi. Et il y a toujours des déceptions, il y a toujours des échecs que tu te mets des barres un petit peu comme là par exemple ma compétition. Mais euh, mais non, moi je suis plutôt du genre, ben voilà, hein, c'est quelque chose de négatif, tu t'avances, tu continues et voilà, et grâce à ça, ben t'en es où t'en es aujourd'hui quoi. À l'inverse, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné, toi, à titre perso, ou que t'aies pu entendre en tant que coach ou athlète? Tu vois? Quelle est la pire connerie qu'on puisse dire à quelqu'un? En tout cas pour un adhérent, la pire connerie, c'est de lui dire de partir fort les 30 premières secondes d'un WOD. Ça, c'est une grosse connerie. Hein, ça, c'est la plus grosse. Non, euh, non, franchement, la pire connerie, ouais, de vouloir brûler les étapes, de croire de croire qu'on est un bon coach trop vite, étant donné que ça fait quelques mois ou quelques années que tu es coach. Je pense qu'il faut toujours se remettre en question, il faut toujours vouloir apprendre, toujours essayer d'avancer avec le temps, parce que ben ça évolue, etc. Et je pense il faut nous aussi, coach, évoluer avec le temps et avec la pratique. Et je pense que ouais, le pire conseil, c'est de rester sur ses acquis, je crois, et de dire, bah voilà, il faut toujours continuer de visionner des vidéos, d'écouter des podcasts, d'ouvrir un bouquin, de peut-être prendre une autre formation parce que tu sais qu'elle peut que t'apporter sur ton coaching. Et donc, ouais, je pense que c'est ça, ouais. Le pire conseil, c'est de rester sur place, quoi. Ouais, donc du coup, dans le prolongement de cette question-là, selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un coach est un bon coach? En gros, si devais retenir quelques points, qu'est-ce que tu dirais vraiment? C'est quoi les essentiels d'un bon coach? Les essentiels d'un bon coach, alors c'est qu'il s'exprime bien. Non, en fait, pour moi, le plus important pour un coach, c'est qu'il véhicule quelque chose et surtout, en fait, que les gens qu'il a en face de lui croient en ce qu'il dit. C'est-à-dire que ben, tu peux donner n'importe quel tips, même le plus farfelu, mais si toi tu sais qu'il a fonctionné pour toi, que tu es sûr que enfin que personne va se blesser, et surtout que il peut améliorer son fitness et que tu y crois, la personne va te croire, elle va y aller et ben tu vas fidéliser quelqu'un en plus parce qu'il va se voir évoluer en toute sécurité. Et pour moi, ça c'est le plus important. Ouais, il faut que les gens te croient. Il faut pas que tu puisses. En fait, il faut pas que tu regardes une vidéo sur Internet et dire ouais, j'ai vu ce tips, je vais le dire aux gens. Non, je vais utiliser peut-être le même tips, mais parce que moi je l'ai utilisé et que je sais qu'il fonctionne. Et ça fait toute la différence de juste voir un tips et de le retransmettre et d'être sûr à 100% que je l'ai testé et je peux te le redonner. Je suis sûr que tu vas pas te blesser et que tu vas t'améliorer, quoi. Mmh. Ouais, c'est un truc qui était revenu également, hein, dans les précédents intervenants, hein, qui m'avaient aussi dit que c'était important d'avoir, alors c'était un peu plus vaste encore que ça, mais d'avoir une cohérence entre le discours, que tu sois un honneur ou même un coach, entre le discours que tu donnes et la personne que t'es. C'est-à-dire que, bah, effectivement, si t'es la Bible et que tu vois, tu restitues un truc anatomique que t'as vu, bah, c'est bien, mais effectivement, ça a peut-être manqué un peu de sincérité, on va dire. Et à l'inverse, si tu es un coach et que tu veux donner une certaine atmosphère dans ta box, un honneur, pardon, mais que le comportement que tu as, il n'est pas en adéquation avec ce que tu veux proposer, bon, ben, c'est pareil, quoi. C'est de se dire, il faut que la démarche, elle soit sincère de A à Z, quoi. Et c'est comme ça que les gens, ils rentrent dans ton projet, qu'ils te suivent et qu'ils y adhèrent sincèrement, quoi. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que si on voit vraiment la chose vraiment extravagante, les gens, enfin, t'as leur vie entre les mains parce que ben, si tu fais de la merde, ils peuvent se blesser, etc. Et je pense pas avoir le plus de connaissances, mais grâce à ce que j'ai réussi avec mes entraînements
à être le crossfitter que je suis, les gens, quand je leur donne un conseil, ils peuvent y aller les yeux fermés parce qu'ils voient comment je m'entraîne. Il n'y a pas de différence entre ce que je fais moi à l'entraînement et ce que je restitue dans mes cours. Au final, c'est les mêmes. Je veux la même qualité technique et ils savent que si ils utilisent ça, il y aura pas de blessure et de sûr, ils vont progresser. Ouais, bah, ça c'est clair, hein. On a tous des exemples. Je trouve qu'il y a rien de plus agaçant que les gens qui te font, par exemple, la morale, c'est un exemple, hein, mais sur la mobilité, en te disant: «Oui, mais si tu faisais plus de mobilité, tu serais moins raide, tu aurais une meilleure posture». Puis tu les vois ensuite faire un mouvement et je lui dis: «Mais oui, mais toi aussi du coup, Alors c'est Ah pas une non, raison pour tu pas ouais, donner de non, mais c'est conseils, clair, non, mais c'est clair, c'est mais clair. c'est que parfois il y a un truc de se dire, «Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais», et je trouve que quand t'es coach, tu peux pas trop te permettre de faire ça. Quand t'es adhérent, tu dis: «Bon allez, à la limite on s'en fout, hein, chacun fait ce qu'il veut». Par contre, c'est vrai que quand t'es coach, bah, il y a un problème de crédibilité derrière du coup. C'est ça, Parce que c'est exactement ça. Tu peux, enfin, en tout cas, enfin, pour moi, en tout cas, au CrossFit, c'est, alors je dis pas que c'est obligatoire, mais c'est clair que si tu te démerdes bien au CrossFit, après, il faut quand même savoir le retranscrire, mais déjà, si tu te démerdes pas trop mal en CrossFit, il y a de fortes chances que les gens adhèrent déjà sur ta qualité technique. Après, c'est sûr que ça dépend aussi de la personne que tu es pour les adhérents, mais c'est clair que déjà, si toi ils peuvent rien dire sur ta technique ou quoi, ben voilà, ils peuvent que ils peuvent que adhérer, hein. mmh, ouais, je suis en phase. Il me reste deux trois petites questions. La 1re, elle, c'est pareil, hein, c'est plutôt une recommandation. Pour un coach qui aimerait bien se lancer à l'étranger, quel conseil tu lui donnerais? Voilà, comme ça, à la volée, quelqu'un qui aimerait passer le pas, mais qui est coincé sur le bord, quoi. Bah, tout simplement, faut y aller, quoi. Après, je suis plutôt du genre à se dire, faut pas avoir de regrets, donc ben, comme je l'ai expliqué, hein, l'anglais, c'est pas il y a moyen de se démerder même avec un anglais pas ouf. Donc il faut juste, y aller. Après, il faut juste, ben, il y a un petit peu une part de chance de tomber, sur la boxe, où ils peuvent te proposer des heures et cetera. Mais franchement, en plus, nous, on a la chance que, ben, notre métier, on peut le faire, partout. Donc il y a juste à choisir, le pays qui te plaît. Et en plus, ben, voilà, si c'est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, bah, c'est encore un peu plus facile en termes de visa, et cetera pour y aller. Donc il faut pas hésiter, quoi. Si tu sens que tu as besoin de le faire et que tu te dis: «Ben, voilà, je suis pas ancré où je suis et que j'ai besoin, voilà, de voir autre chose», et que tu peux enfin, et surtout, tu peux te dire que ça te fera qu'une belle ligne dans ton CV quand tu reviendras, quoi. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit, quoi. Et j'ai une dernière question pour toi. Alors là, celle-ci, normalement, elle est un peu plus simple, elle est un petit peu moins dans l'introspection. Si demain, je te donne accès à un compte bancaire, illimité, Je travaille pas, je ne c'est travaille pas, on merci. imagine, hein, j'ai évidemment pas ce pouvoir, sinon on serait pas en train de faire un podcast, je serais à la plage, on va pas se mentir. Dans quel pays tu choisirais de partir pour coacher ou ouvrir une box ou voilà, n'importe quel projet, sportif ou non d'ailleurs, hein? Alors, je ne sais pas. Non, en fait, malheureusement, et c'est aussi pour ça que je suis aussi en Nouvelle-Zélande, parce que je sais pas où j'ai envie de me poser, que ça soit avec un compte, bancaire illimité ou pas, mais parce que je suis encore en mode, un peu, dans le flou pour les prochaines années. Mais non, après par rapport à ce que j'ai vu et vécu un peu en France et à l'étranger, si j'avais le choix, là, maintenant, tout de suite pour me poser, il y a un coin en Australie qui est vraiment, sensationnel, qui s'appelle la Gold Coast, hein. C'est à l'est, hein, c'est vraiment, à l'ouest, pardon. C'est vraiment une super, c'est des plages, à perte de vue, avec une ambiance, vraiment cool. Et je pense que, ouais, se poser là-bas, une box avec, un petit coin, café de spécialité, petit resto genre, breakfast et brunch, un truc à la cool, tu vois? Mais après, ça peut le faire aussi bien à Annecy, ça peut le faire aussi bien, en Nouvelle-Zélande. On va dire que je suis pas le genre de gars, à choisir un endroit juste par rapport au il faut qu'il y ait un peu tout, quoi. Faut qu'il y ait l'atmosphère, faut qu'il y ait les gens, faut qu'il y ait,
Et ça va aussi avec la famille, les amis et tout. Donc c'est vrai que si je pars en Australie, je serai tout seul. Il faudrait que je les fasse tous revenir. Mais comme j'ai les sous, je pourrais. Donc après, C'est pas c'est faux. pas faux. Non, mais ouais, l'Australie, c'est cool. J'ai vécu un petit peu là-bas. Pour ceux qui aiment pas l'hiver, bah, il y en a pas vraiment. À part si tu vas dans le sud, tu ressens un peu. Mais sinon, sur la Gold Coast, en hiver, tu peux même presque te poser à la plage. Donc non, c'est un petit cadre de vie assez sympa. Pas de cachet. Mais ouais, après, bien évidemment, c'est si tu me donnais un petit compte en banque, mais ce n'est pas le cas. Donc je pense que d'ici quelques mois, ça sera de retour en France, mais on verra par la suite. D'accord. Bon, du coup, je te demande pas ce que tu veux faire pour la suite, j'ai ma réponse. C'est ça, c'est ça. Mais bah, en tout cas, c'est cool, hein, parce que c'est une page blanche à écrire. Donc, même si ça peut être un peu, enfin, pas effrayant, parce que c'est peut-être pas le terme, en tout cas, je pense pas que ce soit ce que tu Non, ressentes, non. mais c'est toujours bien de se dire, bon, bah là, je peux faire. Enfin, évidemment, il y a le financier, mais en gros, techniquement, je peux faire ce que j'ai envie à ce stade. Ouais, c'est ça, bah ouais, c'est ça qui est cool en fait. Enfin, en tout cas pour moi, parce que j'ai pas d'attache et j'ai rien qui m'oblige à rentrer. Mais c'est clair qu'au final, tout est faisable. Il n'y a pas de oui mais, etc. Il y a juste à prendre ton sac, tu mets trois shorts, trois t-shirts, et tu pars quoi. Après, en plus, nous, voilà, la chance qu'on a, c'est qu'avec notre boulot, tu peux même aller travailler dans n'importe quelle salle de fitness pour commencer, et après, dès qu'il y a une opportunité, et ben, tu passes dans une salle de CrossFit. Et si en plus tu te démerdes pas trop mal, il y a de fortes chances que tu puisses intégrer le groupe compétiteur, etc. Donc ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très très vite. Ok, bah super. Écoute, merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir présenté ton parcours et ton expérience, un petit peu Mais de rien. bah, d'une expérience à l'étranger, des quelques bonnes pratiques. Merci beaucoup et je te souhaite plein de bonnes choses et puis au Bah plaisir. merci, c'était super sympa. Et bah oui, à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.